Nous avons vu jusqu'à présent les prises en charge thérapeutiques classiques, la PPC, l'orthèse d'avancée mandibulaire. Nous avons vu les intérêts et les avantages de ces prises en charge, mais aussi les nombreux inconvénients. En particulier le fait que ces prises en charge recommandées à l'heure actuelle ne permettaient pas de modifier l'espérance de vie sur le long terme. Il faut donc se poser la question d'envisager des traitements qui soient curatifs, qui permettent aux patients de guérir de leur apnée obstructive du sommeil, et donc de ne pas agir sur les conséquences de l'apnée obstructive du sommeil, mais sur la cause de l'apnée obstructive du sommeil. Comme nous l'avons vu, l'apnée obstructive du sommeil est liée soit à l'absence, à des filières aériennes qui sont fines, étroites, et qui vont se collaber lors de l'inspiration. Donc, il est logique de penser que si on réussit par voie chirurgicale à augmenter ou à supprimer les obstacles, eh bien, ou à supprimer les obstacles ou à augmenter le volume des voies aériennes supérieures, on peut envisager une guérison. Et on peut également se dire que si on réussit à maintenir une tension des muscles suffisante du pharynx, on peut là aussi envisager une guérison. Pour ce deux derniers points, il n'y a pas à l'heure actuelle de médicaments qui permettent de maintenir la tension musculaire des muscles constricteurs ou élévateurs du pharynx, donc je n'en parlerai pas. Concernant les voies chirurgicales qui permettent d'augmenter le volume des voies aériennes, il y a deux grands axes. Des chirurgies qui vont agir sur le contenu et des chirurgies qui vont agir sur le contenant. Le contenu, ça peut être par exemple les amygdales ou de façon plus large, par exemple modifier un septum qui est dévié. Et sur le contenant, ce sont des interventions chirurgicales qui vont agir sur l'environnement squelettique des voies aériennes supérieures. Concernant le contenu, je ne vais pas parler de toutes les techniques, mais il y a des interventions chirurgicales sur le septum, dans un certain nombre de cas qui rendent service. Est-ce qu'on peut parler véritablement de guérison? C'est assez exceptionnel, mais c'est possible, bien sûr. Si le patient présente une déviation importante du septum nasal qui l'oblige à respirer par la bouche. Bon. L'amygdalectomie, c'est-à-dire l'ablation des amygdales, peut être une piste pour un patient qui présente des amygdales excessivement importantes, mais là aussi, c'est quand même assez rare. Enfin, il y a une autre piste, d'autres interventions chirurgicales, toujours concernant le contenu. Ce sont des interventions sur le voile du palais avec l'UVPP, où on va interagir sur une diminution du voile qui peut de temps en temps obstruer les voies aériennes supérieures. Donc si on réussit à en faire le diagnostic, eh bien, et si l'indication est bien posée, on peut envisager une guérison. Mais là, je ne vais pas m'étendre sur ces techniques, nous allons parler de techniques chirurgicales sur le contenant qui vont avoir pour but d'augmenter le volume des voies aériennes supérieures et qui sont particulièrement efficaces puisque c'est à l'heure actuelle les techniques qui apportent non seulement un taux de guérison dans un nombre important de cas, puisqu'on est à plus de 90% de guérison, mais également une pérennité du résultat sur le long terme, après, avec des reculs qui sont supérieurs à 15 ans. Et là, on peut vraiment parler de guérison dans ces techniques chirurgicales. Il s'agit bien évidemment de la chirurgie orthognathique. Alors, la chirurgie orthognathique, ce sont des interventions chirurgicales qui ont pour but de modifier le squelette facial. Elles ont été développées dans les années 70, elles ont eu un essor important dans les années 80
pas tant pour envisager des guérisons de l'apnée obstructive du sommeil, mais pour prendre en charge des patients qui présentaient des dysharmonies dento-maxillofaciales. Et aux États-Unis, l'équipe de Stanford a remarqué que ces patients, c'était à la fin des années 80, je ne sais plus, je crois que c'était en 84, 85, ont remarqué que ces patients, lorsqu'ils avaient une apnée obstructive du sommeil, qui avait été opérés de chirurgie orthognathique, n'avaient plus d'apnée obstructive du sommeil dans plus de 80-85% des cas. Puis en Suisse, vers les années 89, je crois, le professeur Seiler à Zurich a perfectionner des techniques chirurgicales de chirurgie orthognathique dédiées à l'apnée obstructive du sommeil. Et nous en parlerons tout à l'heure, avec ce qu'on appelle des rotations antihoraires du maxillaire et de la mandibule, qui permettent d'obtenir des guérisons dans plus de 90-95% des cas. Guérisons qui persistent sur le long terme. Pour comprendre pourquoi et comment ça marche, globalement, on peut, de façon très schématique, c'est pas la réalité anatomique, mais on peut le résumer de la façon suivante. Le pharynx va être limité en arrière par les vertèbres. Les vertèbres, on ne va pas les bouger. Il va avoir comme limite en avant le nez avec le voile, donc le maxillaire. Ça, on peut toujours modifier le maxillaire en supposant qu'on l'avance. Donc on va écarter alors dans ces conditions le pharynx. Il va être limité également un petit peu plus bas par la base de la langue. Même chose, si on réussit à avancer la langue d'une façon ou d'une autre, on va augmenter la lumière du pharynx. Et latéralement, on peut dire qu'il va être cerné par les branches montantes de la mandibule. Et là aussi, peut-être qu'en modifiant leur positionnement, on pourra élargir le volume des voies aériennes supérieures. Il faut savoir également qu'il y a deux muscles qui nous importent et qui vont jouer un rôle. C'est d'une part le muscle génioglosse, qui est un muscle qui s'insère de la langue à une petite apophyse osseuse, qu'on appelle l'apophyse génie, au niveau du menton. Et c'est un muscle très puissant et c'est un muscle dilatateur des voies aériennes supérieures. Et donc, logiquement, plus la mandibule est située en avant, plus le muscle génioglosse va être tendu, et plus en étant tendu, il va y avoir un élargissement du volume des voies aériennes supérieures. C'est d'ailleurs pour cette raison que l'orthèse d'avancée mandibulaire est efficace. Mais elle n'est efficace que la nuit, et après elle modifie le positionnement dentaire, donc elle devient de moins en moins efficace. Mais néanmoins, si ça marche, c'est à cause de cela. Il y a un autre muscle, c'est le muscle palatoglosse. Donc là aussi, en avançant la mandibule, on peut tendre le voile qui va avoir une position un petit peu plus vers l'avant. Mais il n'y a pas que cela. À partir du moment où on libère les voies aériennes en augmentant, en avançant le maxillaire et la mandibule, ce sont ce qu'on appelle les bimaxillaires d'avancée, on peut aussi augmenter l'espace pour la langue. C'est-à-dire que le patient qui va avoir un volume buccal plus important va pouvoir positionner sa langue, non pas de façon rétrusive, mais plus de façon physiologique, spontanément vers l'avant, et lors de la déglutition, en haut et en arrière, c'est-à-dire qu'on va retrouver une déglutition physiologique. Et c'est très important, car lors du sommeil, l'un des grands facteurs de risque de l'apnée obstructive du sommeil est lié au fait que la langue va se positionner en arrière et va fermer l'espace du pharynx. On le retrouve déjà d'ailleurs très très bien sur le scanner des voies aériennes supérieures. Alors la première technique, c'est l'osteotomie bimaxillaire d'avancée. Donc idéalement, on fait une préparation orthodontique dont le but est de mettre les axes dentaires en bonne position, c'est-à-dire que vous savez que les dents ont des positions physiologiques,
au niveau de l'arcade maxillaire, au niveau de l'arcade mandibulaire. Et on va, pour des patients en particulier qui ont des classes 2 squelettiques, décompenser les structures dento-alvéolaires, c'est-à-dire qu'on va permettre aux dents de retrouver un axe non seulement physiologique, mais qui va être donc, qui va révéler la classe 2 squelettique. Et ensuite, le chirurgien va pouvoir avancer la mandibule et avancer également le maxillaire pour corriger la rétromaxillie et la classe 2 squelettique. Et ainsi, on va avoir en post-opératoire immédiat une augmentation du volume des voies aériennes supérieures et dans l'immense majorité des cas, une guérison. Alors c'est une technique, ce qu'on appelle la MMA, de maxillomandibular advancement, l'ostéotomie bimaxillaire, qui va avoir des effets intéressants pour des patients qui présentent une classe 2 squelettique associée à une rétromaxillie et donc qui ont systématiquement une rétromandibulie. Et ça marche pour les patients qui sont en classe 2. On ne peut pas dire tout le temps, mais ça marche dans l'immense majorité des cas. Bien sûr, alors il y a aussi des inconvénients. Ça demande un traitement orthodontique, une intervention chirurgicale, dont les suites, bon, c'est une intervention chirurgicale, les suites ne sont pas toujours très simples, mais pour résumer un peu les conséquences, il faut considérer qu'il faut que le patient soit hospitalisé pendant une journée et 2 nuits. Il arrive en général, mes patients arrivent la veille, je les opère, ils repartent le lendemain de l'intervention chirurgicale. Ils vont avoir un trouble de sensibilité de la lèvre inférieure pendant quelques semaines à quelques mois, qui est le plus souvent réversible. Et surtout, ils vont devoir avoir une alimentation mixée pendant 8 semaines. Bon, 6 à 8 semaines. En post-opératoire immédiat, ils sont un petit peu fatigués, ils sont gonflés au niveau du visage et ils reprennent l'activité professionnelle au bout de 15 jours. Bon, je ne dis pas que c'est facile, mais néanmoins, ce qui est étonnant, c'est que les patients en post-opératoire, ils se sentent mieux dans l'immense majorité des cas qu'en préopératoire, puisqu'ils sont guéris immédiatement. Les patients me disent, quand je vais les voir le soir de l'intervention chirurgicale, je respire. Ils n'avaient pas conscience qu'ils pouvaient respirer. Et là, ils respirent, ils découvrent. Certains patients me disent, c'est une deuxième naissance. Pour la première fois, je sais ce que respirer veut dire. Alors, nous avons vu que ce sont des techniques qui fonctionnent bien et elles ne fonctionnent pas bien que dans mon exercice professionnel. Tous les chirurgiens qui réalisent ce type d'intervention et qui en ont l'habitude ont des résultats comparables et surtout, on le retrouve dans les études multicentriques qui ont été publiées et que vous retrouverez sur Medline, sur le Medline. Et il y a une autre technique qui est très intéressante, c'est ce qu'on appelle la rotation anti-horaire du maxillaire et de la mandibule. Alors pourquoi cette technique a été développée par le professeur Seiler en Suisse? Eh bien, je vous ai expliqué tout à l'heure qu'il était intéressant de réaliser, qu'on pouvait réaliser une guérison un patient qui présentait une classe 2 squelettique et donc dentaire et qui présentait une rétromaxillie, une rétromandibulie. Mais il y a des patients qui ne sont pas en classe 2 et qui ont une apnée obstructive du sommeil, qui n'ont pas de rétromaxillie et qui n'ont pas vraiment de rétromandibulie. Alors, qu'est-ce qu'on peut leur proposer? Eh bien, la rotation anti-horaire du maxillaire est excessivement intéressante puisqu'on va provoquer une rotation du maxillaire. Alors, je le fais, je ne sais pas comment vous le montrer, mais vous avez ici peut-être le maxillaire, ici la mandibule. Alors, on va le montrer comme ça. Si le maxillaire, vous lui créez une égression postérieure, si vous le libérez comme ça, la mandibule va se retrouver logiquement en arrière. Et pour avancer la mandibule, il va falloir l'avancer de façon importante puisqu'on se retrouve avec une béance antérieure importante. C'est un petit peu technique, vous le retrouvez sur mon site internet, sur le site apnéedusommeilfrance.fr ou .com, je ne me souviens plus, mais en tout cas il y a des schémas qui le montrent très très bien. Et là on peut avancer la mandibule de 1 cm, 1 cm et demi, 2 cm sur des patients qui en définitive n'ont pas de rétromandibulie ni de rétromaxillie, et on le fait sans modifier
ou de façon très minime le squelette visible de face, voire même de profil. Donc c'est très intéressant pour des patients qui n'ont pas de rétromaxille, qui n'ont pas de rétromandibulie, et qui sont bien d'un point de vue morphologique et esthétique. Il n'y a presque pas de modification esthétique. C'est très intéressant. Et bien sûr, dans un certain nombre de cas, pour des patients qui présentent une discrète rétromaxille, une discrète rétromandibulie, et on peut coupler, on peut faire une avancée bimaxillaire avec une rotation anti-horaire du maxillaire et de la mandibule. Et dans ces conditions, les taux de guérison sont très importants. On arrive à des taux de guérison supérieurs à 95% des cas sur les patients opérés, et ils sont stables sur le long terme. Là, nous avons parlé du problème sagittal. Situation rétrusive, on avance. Situation non rétrusive, on avance quand même, sans modifier l'aspect esthétique du visage. Ou en le modifiant peu. Pour la rotation anti-horaire, les effets secondaires de l'intervention chirurgicale et les suites sont les mêmes que pour l'ostéotomie bimaxillaire d'avancée. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les augmentations du sens transversal du maxillaire. C'est-à-dire un patient pour qui on va augmenter le sens transversal du maxillaire, eh bien dans cette hypothèse, on sait qu'il va y avoir une diminution de l'index d'apnée-hypopnée de 30%. Et là, on ne modifie pas du tout le positionnement sagittal, simplement le sens transversal, par l'intermédiaire d'un disjoncteur qui est posé au niveau du maxillaire. Il peut nécessiter une intervention chirurgicale ou pas, ça dépend un petit peu des techniques, de l'âge du patient. Et l'augmentation du sens transversal est vraiment également intéressante. Elle n'est moins efficace que l'ostéotomie d'avancée bimaxillaire, que la rotation anti-horaire du maxillaire, mais elle est vraiment efficace. Et enfin, elle peut être couplée dans un certain nombre de cas à une augmentation du sens transversal mandibulaire, mais soit par voie orthodontique, soit par voie chirurgicale. Donc, ce sont des techniques osseuses qui ne concernent pas directement le pharynx, mais qui vont augmenter le volume de ce dernier et permettre aux patients de guérir. Et c'est intéressant parce que c'est stable sur le long terme, on parle véritablement de guérison. On a montré que non seulement l'index d'apnée-hypopnée se normalisait, ou du moins qu'il permettait aux patients d'être sevrés de la PPC, que les patients se sentaient mieux, vivaient normalement, ils maigrissent spontanément puisqu'ils n'ont plus d'apnée obstructive du sommeil, c'est ce que je note. Quand ils ont des céphalées, les céphalées disparaissent, ils retrouvent le plaisir de vivre, et c'est stable sur le long terme. Donc ce sont des solutions très intéressantes. Et malheureusement, à l'heure actuelle, alors qu'elles sont courantes, fréquentes, qu'on les réalise de façon habituelle pour des patients qui n'ont pas d'apnée, mais des dysharmonies dentomaxillofaciales, eh bien, les patients qui sont suivis par certains de nos confrères ne sont pas nécessairement au courant de cette possibilité de guérison. Et c'est bien dommage, puisque ça peut leur permettre d'être sevrés de la PPC, de guérir et de limiter un petit, bien évidemment, de supprimer ces facteurs de risque cardiovasculaire et de cancer, de pathologies complexes liées à l'apnée obstructive du sommeil, en menant une vie strictement normale en post-opératoire. Donc il ne faut pas l'oublier, et c'est aux patients de choisir. Nous n'avons pas lui à imposer une prise en charge thérapeutique. Il faut lui donner les différentes possibilités, et pour chacune de ces possibilités, les avantages, les inconvénients et les conséquences, en restant bien sûr honnête là-dessus. Donc c'est le plus important. Voilà, merci.